Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 27 juin 2025. Le monde de l'IA et de l'IT, ça change sous nos yeux à une vitesse complètement folle, non? Ah oui, c'est hallucinant. Presque difficile à suivre au jour le jour. Exactement. Et comprendre ce qui se passe, c'est crucial pour anticiper un peu le futur que tu vas vivre. C'est plus de la science-fiction, c'est maintenant. Absolument. C'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les 10 infos clés de la veille, du 26 juin donc, pour vraiment décrypter les tendances importantes. Et ce que ça signifie concrètement. Alors c'est parti pour cette exploration. On commence fort avec l'actu numéro 1, Meta qui lance une offensive choc sur l'IA. Ça fait beaucoup de bruit. Ah oui, là on peut dire qu'ils mettent le paquet. C'est pas juste une annonce, c'est multiple, c'est ça. Déjà, ils débauchent du lourd chez OpenAI. On parle par exemple de Trapit Bansal, un chercheur clé pour monter une équipe dédiée à la super intelligence. C'est pas rien comme signal. Non, clairement pas. Aller chercher les talents directement chez le concurrent principal, ça montre une ambition énorme. Ils veulent les meilleurs cerveaux pour développer leur propre vision, potentiellement différente de celle d'OpenAI. Et en parallèle, il y a des rumeurs insistantes, des discussions pour acheter Play AI. C'est quoi l'intérêt de cette techno de clonage vocal pour Meta? Ben, c'est stratégique. Imagine l'intégration dans leur métavers, leurs lunettes connectées, les assistants vocaux, avoir une techno de pointe pour cloner des voix, générer des voix ultra réalistes, ça ouvre des possibilités dingues pour les interactions futures. C'est une brique technologique essentielle pour eux, tu vois. Je vois. Et pour couronner le tout, une victoire juridique importante sur le droit d'auteur. Ça sécurise leurs arrières pour l'entraînement des modèles, j'imagine, non? Exactement. C'est le nerf de la guerre. Pour entraîner ces IA massives, il faut des données, beaucoup de données. La question du droit d'auteur, c'est un champ de mine légal. Gagner sur ce terrain, ça leur donne plus de liberté, moins de risques juridiques pour nourrir leurs IA. Donc oui, talent, technologie spécifique et sécurité juridique. C'est une stratégie très agressive, très complète. Ça ressemble vraiment à une volonté de rattraper un certain retard et de s'imposer comme un leader. L'impact sur l'écosystème, il est potentiellement énorme, non? Ça va redistribuer les cartes. Ah oui, complètement. Ça met la pression sur Google, sur OpenAI, sur tous les autres. Ça montre que la course est loin d'être terminée et que Meta a les moyens et l'ambition de jouer les premiers rôles. On entre dans une phase de compétition encore plus intense. Intéressant. Et justement, en parlant d'OpenAI, eux, ils ne restent pas les bras croisés. Deuxième actu, ils ouvrent ce qu'on pourrait appeler la boîte de Pandore des agents IA. C'est quoi cette histoire d'API Deep Research et de Webhooks? Alors là, on change de dimension. Jusqu'ici, on connaissait surtout les IA conversationnelles, type ChatGPT. Tu poses une question, elle répond. C'est puissant, mais limité. Oui, c'est un dialogue en somme. Voilà. Là, avec ces nouveaux outils, on passe du dialogue à la délégation. L'API Deep Research, comme son nom l'indique, permet à une IA de faire des recherches beaucoup plus poussées, de synthétiser des informations complexes. Et les webhooks, c'est ce qui permet à l'IA d'agir en retour, de déclencher des actions dans d'autres systèmes sans intervention humaine directe. Donc concrètement, ça veut dire qu'on pourrait demander à une IA, fais-moi une veille sur tel sujet pendant une semaine, analyse les tendances et envoie-moi un rapport résumé tous les matins. Exactement ça. Ou même, surveille le prix de ce billet d'avion et achète-le s'il passe sous tel seuil. Ou analyse ses données de vente et met à jour le tableau de bord automatiquement. L'IA devient un agent autonome qui travaille pour toi en arrière-plan. C'est une révolution pour la productivité, potentiellement. Ça fait un peu rêver, mais ça fait peur aussi, non? Le contrôle, la fiabilité, si l'agent IA se trompe ou prend une mauvaise décision. C'est tout l'enjeu. OpenAI ouvre cette possibilité, mais ça soulève immédiatement des questions fondamentales de sécurité, d'éthique, de contrôle. Comment on s'assure que ces agents agissent comme prévu? Comment on corrige leurs erreurs? C'est un territoire largement inexploré. On passe vraiment à l'étape suivante de l'IA. L'IA qui agit dans le monde réel, pas juste qui parle. Ça promet des débats animés. Et ça nous mène à notre troisième actu, la réponse de Google, qui semble se concentrer sur la créativité. VO3 devient public. Oui, VO3, leur modèle de génération de vidéos à partir de texte, et qui génère aussi le son, ce qui est une avancée notable, le fait qu'ils deviennent accessibles au public via leur plateforme cloud Vertex et AI, c'est un gros coup. Ça veut dire que potentiellement, n'importe qui avec un compte Google Cloud pourrait générer des vidéos assez sophistiquées, hein. En théorie, oui. Bon, il y aura sans doute des coûts associés, des limites,
Mais l'idée, c'est bien de démocratiser l'accès à cette technologie de pointe. Jusqu'ici, c'était plutôt réservé aux chercheurs ou à quelques partenaires triés sur le volet. Là, Google ouvre les vannes. Et en plus, il couple ça avec de nouveaux outils IA sur YouTube pour découvrir ces contenus générés par IA. C'est une stratégie intégrée, on dirait. Tout à fait, c'est très malin de leur part. D'un côté, ils fournissent l'outil de production, VO3 via Vertex AI. De l'autre, ils adaptent leur plateforme de diffusion massive, YouTube, pour mettre en avant ces nouveaux types de contenus. Ils créent l'écosystème complet. Quel impact tu imagines sur la création de contenu vidéo? Ça va être le Far West? Ça pourrait provoquer une explosion de contenu, c'est sûr. Des courts-métrages, des clips, des vidéos explicatives. Générés très rapidement. Pour les créateurs, ça peut être un outil incroyable pour prototyper, pour illustrer des idées. Mais ça pose aussi la question de l'originalité, de la valeur ajoutée humaine. Et potentiellement de la désinformation aussi si ces outils sont mal utilisés. C'est une nouvelle ère pour la vidéo qui s'ouvre. Une ère pleine de potentiel, mais aussi de danger. Ce qui nous amène directement à l'actu numéro 4. La cyberguerre IA qui s'intensifie gravement. Oui, là, on touche au côté vraiment sombre de ces avancées. L'IA n'est pas seulement un outil créatif ou productif, c'est aussi une arme redoutable entre de mauvaises mains. On parle d'attaques beaucoup plus sophistiquées, c'est ça le problème. Exactement. Le phishing, par exemple, avant, on recevait des emails bourrés de fautes. Maintenant, l'IA peut générer des emails ultra personnalisés, imitant parfaitement le style d'un collègue ou d'un supérieur, rendant l'arnaque beaucoup plus difficile à détecter. Et les deepfakes? Le chiffre de plus 3000% de deepfakes frauduleux, ça fait froid dans le dos. C'est utilisé pour quoi concrètement, Alex? Pour toutes sortes d'arnaques. Usurper l'identité de quelqu'un pour demander de l'argent à ses proches, créer de fausses vidéos compromettantes pour du chantage, manipuler l'opinion publique avec de faux discours de personnalités politiques, les usages malveillants sont quasi limités. Et la qualité devient bluffante. Et face à ça, les défenses traditionnelles sont dépassées. Largement, un antivirus classique ne peut grand-chose contre un deepfake vocal ou vidéo convaincant. La seule réponse crédible, c'est d'opposer l'IA à l'IA. Développer des systèmes de détection et de défense basés sur l'IA capables d'identifier ces menaces en temps réel et de réagir de manière autonome. Donc une course aux armements technologiques, hein? C'est exactement ça. Une course permanente entre ceux qui développent les attaques IA et ceux qui développent les défenses IA. Et au milieu, il y a la notion de résilience. Comment on fait pour continuer à fonctionner en tant qu'entreprise ou société, même quand des attaques réussissent? Parce qu'il est illusoire de penser qu'on pourra tout bloquer. La sécurité absolue n'existe pas. Un défi immense. Et ce décalage entre le potentiel de l'IA et les défis qu'elle pose, on le retrouve aussi à l'échelle d'un pays. Actu numéro 5, le paradoxe canadien. Oui, c'est fascinant. Le Canada est reconnu mondialement comme un leader en recherche sur l'IA. Ils ont des pionniers comme Yoshua Bengio, des instituts de recherche de pointe à Montréal, Toronto. Une vraie puissance de recherche. Mais alors, où est le paradoxe? Eh bien, malgré cette excellence en recherche, le pays est classé très bas, 44e sur 47 pays étudiés, pour ce qui est de la formation de sa population aux compétences numériques et IA, et aussi pour la confiance du public envers ces technologies. Ah oui, c'est un écart énorme. Comment on explique ça? C'est le symptôme classique d'une innovation qui va plus vite que la société. On peut avoir les meilleurs chercheurs du monde, mais si le système éducatif ne suit pas pour former les gens à utiliser ces outils, si les entreprises n'arrivent pas à intégrer l'IA, et surtout, si la population générale reste méfiante ou mal informée, alors l'innovation reste confinée au laboratoire. Elle ne se diffuse pas dans l'économie et la société. Donc, le Canada a du mal à transformer son avance en recherche en prospérité réelle et partagée. C'est le défi. Avoir des chercheurs stars, c'est une chose. Créer un écosystème où l'IA bénéficie à tous, où les gens se sentent à l'aise et compétents avec ces outils, c'en est une autre. C'est un enjeu majeur pour le Canada, mais aussi un avertissement pour tous les pays. L'IA, c'est pas que de la R&D, c'est aussi de l'éducation, de l'acceptation sociale, de la confiance. Cette question du partage des bénéfices de l'IA, ça nous amène à l'actu numéro 6, le débat sur la semaine de 4 jours relancé par l'IA avec Bernie Sanders aux États-Unis qui monte au créneau. Oui, Sanders remet cette idée sur la table en disant « Attention, l'IA va générer des gains de productivité énormes, mais à qui vont profiter ces gains ?» C'est la grande question en effet. Voilà. Est-ce que ça va juste augmenter les profits des entreprises et les dividendes des actionnaires? Est-ce que ça va entraîner des licenciements massifs parce qu'on aura besoin de moins de monde pour faire le même travail? Ou est-ce qu'on pourrait collectivement décider de partager ces gains différemment? Et la proposition de Sanders, c'est donc de réduire le temps de travail. Exactement. Il dit « Utilisons ces gains de productivité pour travailler moins, pour avoir plus de temps libre, sans perte de salaire. » Passer à la semaine de 4 jours par exemple.
C'est une vision politique forte qui dit que le progrès technologique doit bénéficier à l'ensemble de la société, pas seulement à une minorité. C'est une utopique ou ça te semble réaliste? C'est avant tout un choix de société. Techniquement, si la productivité augmente massivement, on pourrait travailler moins pour produire autant. La question n'est pas technique, elle est politique et économique. Comment on répartit la richesse et le temps? L'IA ne fait qu'amplifier cette question qui existe depuis longtemps. C'est un débat fondamental sur le type de société qu'on veut construire avec ces nouveaux outils. Un débat essentiel. Et l'IA qui s'immisce partout, y compris à l'école. Actu 7. Microsoft Copilot débarque pour les élèves. Oui, Microsoft annonce l'accès à son assistant Copilot pour les élèves de plus de 13 ans. A priori, ce sera un accès gratuit et sécurisé avec des filtres adaptés à un jeune public. Et il propose aussi des outils pour les enseignants pour créer des cours avec l'IA, c'est ça, hein? Tout à fait. Des outils pour les aider à préparer leurs leçons, à générer des exercices, peut-être même à personnaliser l'apprentissage. L'objectif affiché, c'est de préparer la prochaine génération aux outils IA qui seront omniprésents dans leur vie future. Sur le papier, ça semble une bonne initiative, non? Former les jeunes à l'IA est important. Oui, l'intention est louable. Il faut absolument que les jeunes apprennent à connaître, à utiliser, mais aussi à critiquer ces technologies. Le risque, bien sûr, c'est... Que ce soit aussi une manière pour Microsoft de les rendre captifs de leur écosystème dès le plus jeune âge. Exactement. En les habituant à utiliser Copilot intégré à Windows, à Office 365, Microsoft s'assure une base d'utilisateurs futurs. C'est une stratégie commerciale tout à fait classique. L'enjeu pour les systèmes éducatifs, c'est de veiller à ce que cette formation à l'IA reste ouverte, qu'elle développe l'esprit critique et qu'elle ne se limite pas à l'apprentissage d'un seul outil propriétaire aussi puissant soit-il. Un équilibre délicat à trouver. Passons à quelque chose d'un peu plus technique mais assez bluffant. Actu numéro 8. Une IA qui réussit enfin à déchiffrer les mots croisés cryptiques. Ah oui, ça c'est une prouesse. Les mots croisés cryptiques, c'est pas les mots croisés classiques, hein. Les définitions sont des énigmes complexes, pleines de jeux de mots, d'anagrammes, de double sens. Ça demande un raisonnement linguistique très fin. Beaucoup plus complexe que de juste trouver un synonyme. Oh oui, largement. Il faut comprendre la structure de l'indice, identifier les différents mécanismes de jeu de mots, combiner les informations. C'est un vrai test de compréhension et de manipulation du langage à un niveau très élevé. Et pendant longtemps, les IA s'y cassaient les dents. Et là, une IA y arrive. Pourquoi? C'est plus qu'une simple curiosité ou un jeu. Quelle est l'avancée majeure? L'avancée, c'est pas seulement que l'IA trouve la solution, c'est qu'elle est capable d'expliquer comment elle l'a trouvée. Elle fournit une sorte de preuve de son raisonnement, étape par étape, souvent sous forme de code Python qui détaille la logique suivie pour décomposer l'indice et arriver à la réponse. Ah, donc c'est la transparence et la vérifiabilité du raisonnement. Exactement. C'est un énorme pas vers ce qu'on appelle l'IA explicable, XAI. Si une IA peut nous montrer son cheminement logique de manière compréhensible et vérifiable, même pour une tâche aussi complexe et nuancée que les mots croisés cryptiques, ça renforce énormément la confiance qu'on peut avoir en elle. On n'a plus juste une boîte noire qui sort une réponse magique. On a un processus qu'on peut examiner. C'est crucial pour des applications plus critiques. Je comprends mieux l'importance. Confiance, contrôle. Ça nous ramène au régulateur. Actu numéro 9, la SNIL en France, qui est sur la corde raide. Oui, la CNIL, l'autorité française de protection des données personnelles, elle est vraiment en première ligne face à la déferlante IA. Elle doit jongler avec des questions hyper complexes. Comme par exemple, d'un côté, il y a l'encadrement de technologies de surveillance qui utilisent l'IA. L'exemple cité, c'est la lecture automatisée des plaques d'immatriculation, parfois par des acteurs privés. Comment s'assurer que ça ne dérive pas vers une surveillance généralisée, tout en permettant des usages légitimes, comme la recherche de voitures volées? Un équilibre difficile. Très. Et de l'autre côté, il y a la question du web scrapping massif, c'est-à-dire la collecte automatisée d'énormes quantités de données sur le web, y compris tes posts sur les réseaux sociaux, tes photos, tes écrits, pour entraîner les modèles d'IA. Est-ce légal? Est-ce que ça respecte la vie privée et le droit d'auteur? Et la CNIL doit trancher là-dessus. Doit essayer de trouver une ligne de crête, protéger les droits fondamentaux des citoyens, vie privée, liberté d'expression, sans pour autant étouffer l'innovation en France et en Europe. C'est un défi constant, parce que la technologie évolue beaucoup plus vite que les lois. Ils sont obligés d'adapter leurs interprétations, de publier des lignes directrices. C'est un travail d'équilibriste permanent et essentiel. On voit bien la complexité. Et pour finir ce tour d'horizon, l'actu numéro 10 nous ramène aux fondamentaux. L'infrastructure. Hardware. Oui, on oublie parfois que toute cette magie de l'IA, elle repose sur du matériel bien concret. Des serveurs,
des puces graphiques ultra puissantes. Et là, on a une entreprise française, 2CRC, qui signe un contrat énorme, 100 millions de dollars pour fournir des serveurs équipés de puces NVIDIA. Exactement, 2CRC est un acteur européen important dans la conception et la fabrication de serveurs haute performance. Ce contrat géant, c'est la preuve que la demande pour l'infrastructure IA est absolument colossale et mondiale. NVIDIA a fourni les puces stars, les fameux GPU, mais il faut ensuite assembler ces puces dans des systèmes de serveurs efficaces, refroidis, etc. Et c'est là qu'interviennent des entreprises comme 2CRC. C'est un peu les fabricants de pioches et de pelles pendant la ruée vers l'or de l'IA. C'est une excellente analogie. Pendant la ruée vers l'or, ceux qui ont fait fortune le plus sûrement, c'était souvent ceux qui vendaient le matériel aux chercheurs d'or. Aujourd'hui, dans la ruée vers l'IA, les entreprises qui fournissent la puissance de calcul indispensable, comme NVIDIA et ses partenaires intégrateurs comme 2CRC, connaissent une croissance exponentielle. Ça montre que la révolution IA, c'est aussi une révolution industrielle et matérielle. Donc au final, si on prend un peu de recul sur ces 10 actualités du 26 juin, quelle grande tendance tu vois émerger? Il y a plusieurs choses qui me frappent. Premièrement, une concentration et une compétition féroce entre les géants de la tech. Meta, OpenAI, Google. Ils se rendent coup pour coup, chacun essayant de construire son propre écosystème dominant. C'est une guerre de plateformes. Oui, ça se voit clairement. Deuxièmement, ce fossé qui se creuse. D'un côté, la technologie IA qui accélère à une vitesse folle, agents autonomes, génération vidéo, compréhension fine du langage. Et de l'autre, la société, les régulateurs, l'éducation, même la confiance du public, qui peinent à suivre le rythme. Ce décalage est source de tensions, de paradoxes comme au Canada, et de risques majeurs, comme la cyberguerre. Le besoin d'adaptation est criant. Absolument. Et troisièmement, l'importance sous-jacente mais critique de l'infrastructure. Toute cette IA repose sur des investissements massifs. La bataille pour les puces, les serveurs, la puissance de calcul, c'est un enjeu géostratégique et économique fondamental. Alors, les batailles à venir, si tu devais les résumer, je dirais la course pour définir les standards des agents IA. Qui va imposer sa plateforme? Ensuite, la lutte pour regagner et maintenir la confiance du public face aux deepfakes, aux biais, aux craintes sur l'emploi. C'est crucial. Et puis, surtout, ce débat fondamental qui ne fait que commencer. Comment on partage les fruits de cette révolution? Qui va vraiment en bénéficier? Les entreprises, les travailleurs, la société dans son ensemble. C'est la question politique centrale posée par l'IA. Et peut-être aussi une redéfinition de ce que ça veut dire être humain, être créatif, dans un monde où les machines peuvent écrire, dessiner, composer. Exactement. Au-delà du travail, c'est notre rapport à la connaissance, à la créativité, à l'intelligence même qui est en train d'être bousculé. Vaste programme pour les années à venir. Un programme passionnant et un peu vertigineux. Merci pour cette analyse très riche. Merci à toi, c'était dense, hein. Retrouvez-nous lundi à 18h pour les actualités IA du week-end. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche.